Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 18 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Un article publié par la CISA et le FBI ont publié un catalogue visant à identifier les pratiques de développement logiciel les plus risquées. Le niveau de maturité des Américains en matière cyber est vraiment impressionnant. Ce document est désormais ouvert aux commentaires publics, donc on a un RFC, c'est génial. L'objectif de cette initiative est clair. Protéger les infrastructures critiques et les fonctions nationales essentielles, mais aussi les entreprises privées, en poussant les fabricants et les éditeurs de logiciels à éviter des pratiques qui ouvrent la porte à des vulnérabilités exploitées par des acteurs malveillants. Dans ce catalogue, les mauvaises pratiques sont divisées en 3 catégories. Les propriétés des produits et des logiciels, mettant en lumière des caractéristiques observables qui affectent leur sécurité, par exemple des mots de passe codés en dur, les fonctionnalités de sécurité traitant des capacités de protection que le produit doit supporter, les processus organisationnels qui relèvent des politiques adoptées pour garantir une approche transparente et robuste. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme Security by Design, qui à ce jour a mobilisé plus de 220 éditeurs et fabricants de logiciels à travers le monde. Il s'agit de corriger des failles trop fréquentes qui continuent de permettre des attaques contre des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures critiques. Selon Jen Easterly, directrice de la CISA, il est inadmissible, je reprends ces mots, il est inadmissible qu'en 2024, des défauts logiciels évitables continuent de faciliter des cyberattaques dévastatrices. Le message est simple, ces mauvaises pratiques représentent un risque vraiment inacceptable dans l'environnement actuel et il est grand temps que les fabricants, comme les éditeurs, prennent leur responsabilité de sécuriser leurs produits dès la conception. Pour conclure, je vous encourage vraiment à consulter ce document et si possible à participer à cette période de consultation publique. C'est extraordinaire, les Américains acceptent que n'importe qui, alors il faut écrire en anglais, c'est ça il faut être à l'aise, un petit peu à l'aise en anglais, mais ça se termine le 2 décembre 2024. Vous avez le temps de préparer le brouillon, le draft, et c'est l'occasion de remonter ce mode opératoire. Il y a un avantage, c'est que les Américains, ils commencent d'abord par une consultation, après ça finit avec une amende. Et donc les éditeurs vont être forcés, vu que nous utilisons des logiciels majoritairement anglo-saxons, il faut pas le cacher, dans ces cas-là, ça va être génial. C'est vraiment une très belle occasion de faire entendre sa voix, puis on contribue à l'amélioration de la cybersécurité. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Une vulnérabilité critique récemment découverte affecte la plateforme VMware HCX. Référencée sous la CVE 2024-38814, VMware a publié un avis de sécurité, le VMSA 2024-0021, pour signaler cette faille qui représente un risque sérieux pour les environnements vulnérables. Il s'agit d'une vulnérabilité de type injection SQL avec un score CVSS v3 de 8.8, ce qui la classe dans la catégorie important. Elle permet à des utilisateurs authentifiés mais disposant de privilèges non admin d'exécuter à distance du code non autorisé sur le gestionnaire HCX en soumettant des requêtes SQL spécifiques. Les produits impactés incluent plusieurs versions de VMware HCX, la version 4.10.x, la version 4.9.x et la version 4.8.x. VMware a bien entendu rapidement réagi en publiant des correctifs. Il est impératif pour les utilisateurs d'appliquer ces mises à jour sans délai. Aucune solution de contournement n'a été proposée pour le moment. Donc il faut savoir ce qui souligne vraiment l'importance d'installer ces correctifs, c'est vraiment de protéger vos systèmes contre une exploitation potentielle d'un utilisateur malveillant qui peut être interne ou ça peut être un client externe. Il est également à noter la collaboration entre VMware et Sina Kerbal de Simoning Team avec le soutien de l'initiative de Trend Micro Zero Day, ce qu'on appelle la ZDI. Cette coordination souligne une fois de plus l'importance des divulgations responsables pour renforcer la sécurité des systèmes critiques. Je vous encourage donc à vérifier vos versions de VMware HCX et d'appliquer ces correctifs immédiatement pour limiter vraiment tous les risques internes ou de la part de vos clients. Il faut patcher. Je vous propose maintenant de faire un focus sur un cas qui a été vu par des blogueurs en cybersécurité et un journaliste d'investigation. Cybersecurity Insider nous informe qu'une nouvelle qui marque le tournant dans la lutte contre la cybercriminalité. Là, on voit qu'on est sur du blogueur pur et dur, on n'est pas sur un journaliste d'investigation. Pour la première fois, le département de la justice des États-Unis, le DOJ, a reconnu publiquement le rôle clé joué par Amazon Web Services, AWS, dans l'arrestation de 2 membres importants du groupe de hackers Anonymous Sudan. Ce groupe, bien connu pour ses attaques par déni de services distribués, donc pour tout ce qui est DDoS, a ciblé des organisations gouvernementales, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services cloud à travers le monde. Grâce aux efforts conjoints d'Amazon et des forces de l'ordre,
Ces cybercriminels, identifiés comme Ahmad Youssef Omar et Allah Salah Youssef Omar, ont été arrêtés et accusés de dommages substantiels aux actifs numériques de nombreuses entreprises. Ok, moi j'appelle ça du bullshitomètre pour le moment. AWS, par l'intermédiaire de Tom Skoll, vice-président et ingénieur chez AWS. Donc on peut être vice-président et ingénieur. Ça c'est pas mal comme info. A révélé que ces hackers proposaient des services DDoS via des tarifs à la carte, facturant leurs attaques entre $100 par jour et jusqu'à $1 900 pour des opérations plus longues. Ce modèle commercial, ou ce business model, illustre l'organisation structurée de ces cyberattaques. C'est grâce aux capacités techniques avancées d'AWS, notamment un système de surveillance interne nommé Matpot, que l'entreprise a pu suivre les activités de ces criminels. Donc quand vous avez une infrastructure sur AWS, il faut savoir que toute votre activité est surveillée. C'est ça que je retiens. C'est un peu comme ChatGPT quand il a retrouvé les attaquants iraniens. En surveillant des serveurs surnommés proxy drivers, utilisés par les hackers pour louer des bots et lancer des attaques, AWS a collecté les informations cruciales pour permettre ensuite au FBI, à Europol et à la DOJ de coordonner leurs arrestations. L'opération, en mars 2024, aboutit lorsque le FBI a réussi à saisir les infrastructures du groupe et à neutraliser un outil sophistiqué baptisé Distributed Cloud Attack Tools, le DCAT, surnommé Godzilla. Cet outil était capable de lancer plus de 35 000 attaques DDoS simultanées. 35 000 attaques, avec un taux de succès d'environ 10%. 35 000 moins 10%, ça fait quand même 3 500 sites qui sont tombés, quoi. Ça montre vraiment une menace réelle que représentait pour les entreprises et les infrastructures ce type de choses. Bon, voilà, ça c'est le côté blog. Il n'y a aucune source pour confirmer. Alors j'ai cherché, il y a très peu de sources pour confirmer tous les propos de la part de AWS. Et maintenant, on va passer sur le côté investigation avec un vrai journaliste qui a travaillé au Washington Post. C'est Brian Krebs, ou Krebs on Security pour les plus connus. Lui va partager son investigation. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, il va faire son job, il va donner des sources. Et là, on a presque à peu près la même histoire à 2-3 détails. Donc, ce qui va remonter, c'est que le gouvernement américain a annoncé l'arrestation et l'inculpation de 2 frères soudanais, donc il redonne les noms des 2 frères, accusés d'être le cerveau derrière Anonymous Sudan, un groupe criminel responsable d'attaques DDoS massives. Il va faire une timeline. Depuis janvier 2023, Anonymous Sudan a mené des attaques ciblant des hôpitaux, des sites web d'actualité, des services cloud et même des agences gouvernementales américaines comme le FBI et le département d'État. Ce groupe, bien que parfois décrit comme un collectif d'activistes, et voilà, c'est là qu'on va dans la vraie info. Il faut savoir qu'Anonymous Sudan a toujours déclaré ses DDoS via de l'activisme. Soit ils étaient du côté palestinien, soit du côté ukrainien, soit du côté russophone, etc. Ils ont toujours pris cause pour une raison, mais derrière, on est bien sur de la cybercriminalité. On est là pour prendre du pognon. Les 2 frères offraient des services DDoS à la demande, facturant jusqu'à $700 par semaine pour des attaques pouvant aller jusqu'à 100 fois par jour. Donc on est sur du concret, il y a de la source, il y a des documents qui partent sur le DOJ, donc le département de la justice. En juin 2023, le groupe a causé une panne. Alors, la traduction elle est très mauvaise, on parle d'une panne des pannes régulières des services cloud de Microsoft. Ils ont attaqué PayPal, ils ont attaqué Twitter, ils ont attaqué OpenAI. Leur arsenal comprenait également une offre, entre guillemets, spéciale, un forfait de coupure d'Internet pour $500, de l'heure permettant de déstabiliser des services dans des pays tiers, mais pas que. Vous avez un concurrent online, vous décidez de dire, tiens, je vais mettre son site de vente pendant le Black Friday offline, vous donniez $500 et vous saviez que vous allez mettre à mal l'infrastructure de votre concurrent. L'attaque la plus troublante attribuée à Anonymous Sudan s'est déroulée en octobre 2023 lorsque le groupe prétend avoir attaqué les applications d'alerte rouge israéliennes, essentiellement pour avertir la population des attaques de roquettes. Leur intention malveillante était claire, faire en sorte que des vies soient mises en danger en désactivant ces systèmes d'alerte. Mais ils ont aussi touché à côté $2 500. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le même niveau, ce que j'appelle du buzzword. Donc les frères Omer ont été arrêtés en mars 2024 et on l'apprend que mi-octobre 2024, quelques mois plus tard. Et les autorités américaines ont également réussi à prendre le contrôle des infrastructures utilisées par les attaques DDoS. Évidemment, si AWS te donne les clés du camion, t'as le camion, quoi. Parmi les noms associés à leur service figuraient, là c'est le côté un peu Hollywood, Skynet, Infra-Shutdown, qui utilisent une flotte de serveurs cloud pour orchestrer leurs attaques. L'implication d'Amazon, qui a joué un rôle crucial dans l'enquête, a permis de mettre fin aux activités du groupe.
Selon Amazon, et là on parle pas de vice-président qui est ingénieur, etc. Anonymous Sudan tirait parti de serveurs mal configurés pour masquer la véritable origine des attaques, rendant leur détection plus difficile. On n'est plus sur le cas, quand on lit le premier article, on pense que Anonymous Sudan a loué les serveurs chez Amazon et que Amazon les a balancés. Ils ont fait les poucaves, comme on dit. C'est pas du tout le cas. Amazon, ce qu'ils ont détecté, c'est que des serveurs légitimes, payés par des entreprises légitimes, ont été compromis. Et à partir de là, ils ont fait des investigations et ils sont rentrés dans le cadre judiciaire. C'est pas Amazon qui a été balancé auprès du DOJ. Regardez, il y a quelque chose qui se passe avec Anonymous Sudan. Ce sont les entreprises qui ont loué des serveurs qui ont déposé plainte. Et après, c'est parti avec la collaboration du FBI et d'Amazon ainsi que du tiers, de la personne légitime. Donc, s'ils sont extradés, ces deux frères, et jugés aux États-Unis, Alaa Salah risque jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans de prison, ils sont jeunes, bon, pourquoi pas. Par contre, son frère Ahmed, lui qui était le cerveau de l'opération, pourrait être condamné à la perpétuité pour avoir mené des attaques visant à tuer des personnes, notamment lors d'une attaque contre un hôpital en Californie en février 2024. C'est toute la difficulté quand on fait de la news quotidienne. On pourrait prendre tous les articles qui sortent sur les blogs, etc. Et j'essaie toujours, c'est une question de temps, c'est pour ça que cet épisode va sortir un peu plus tard dans la journée. Normalement, j'essaie que pour 6h du matin, il sorte. Là, il est presque 9h30, donc ça va pas être sorti tout de suite, parce qu'il a fallu confronter les différentes versions dans les différentes sources. Et ce qui m'a gêné énormément sur la première source, on est sur pas du spectaculaire, on est sur du bullshit. Moi, j'appelle ça du bullshitomètre, mais à 2000%. On vous fait croire, on vous fait croire que Amazon balance auprès du FBI, que le FBI, tout ça, c'est bidon. Il faut vraiment prendre la bonne source avec le bon journaliste. En tout cas, bravo. C'est 2 cybercriminels en moins sur la place, qui n'ont rien à voir avec l'activisme. On parle vraiment de prendre du pognon. Je vous propose de vous parler maintenant d'une tendance préoccupante révélée par les analyses de sécurité de Google Mendiant concernant l'augmentation des vulnérabilités 0-day exploitées en 2023. Selon un rapport récent, sur les 138 vulnérabilités divulguées comme activement exploitées en 2023, 97 d'entre elles, soit environ 70%, l'ont été sous forme de 0-day. Cela signifie que ces failles ont été exploitées avant même que les fournisseurs concernés n'en soient informés et n'aient eu la possibilité de les corriger. Ces statistiques montrent une augmentation inquiétante par rapport aux années précédentes. Entre 2020 et 2022, la proportion entre les vulnérabilités connues et corrigées, ce qu'on appelle les N-day, et les 0-day qui, elles, étaient de 4 pour 6. Mais en 2023, cette proportion est passée de 3 pour 7, montrant une nette augmentation de l'exploitation des 0-day. Mendiant explique que cette hausse n'est pas liée à une baisse du nombre d'exploitations des failles corrigées, mais plutôt à une amélioration de la capacité des acteurs malveillants à découvrir et à exploiter des failles 0-day, ainsi qu'une détection accrue de la part des fournisseurs de sécurité. En parallèle, ce rapport montre également que de plus en plus de fournisseurs sont affectés par ces failles activement exploitées. En 2023, un nombre record de 56 fournisseurs éditeurs de logiciels ont été touchés contre 44 en 2022 et 48 en 2021. Un autre point crucial est la réduction significative du temps nécessaire pour exploiter une faille. C'est vraiment la grande tendance en 2024. C'est-à-dire que là, ils en parlent pour des rapports de 2023, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est quand une faille 0-day ou une faille ou une vulnérabilité sort, on n'est plus sur ce que je vous ai déjà dit sur certains épisodes, mais on n'est plus sur 48 heures, 72 heures, voire 15 jours, voire 3 mois plus tard. Si vous prenez le cas des failles qu'il y a eu sur des produits comme Ivanti, sur leur passerelle VPN Pulse, ils l'ont sorti en octobre, ça a été réellement détecté en janvier. On a commencé à avoir un peu de bruit au fin décembre, etc. C'est-à-dire que là, ils étaient en mode encore un peu lent. Par contre, sur d'autres vulnérabilités chez d'autres éditeurs, on a vu la vulnérabilité sortir, je veux dire, à 15h. À 15h15, il y avait les premières tentatives de compromission. Et les compromissions réussies parce que, évidemment, ils avaient une faille 0-day, donc ça rentrait tout seul. Donc c'est vraiment un beau rapport. C'est pas mal. Ça vous permet aussi de sensibiliser vos DSI, vos équipes de patch management à lire et surtout à partager avec votre DSI en lui faisant comprendre qu'il faut qu'ils mettent un peu de pognon sur la partie patch management. Et voilà pour ce long épisode de Radio Cesseur du vendredi 18 octobre 2024. J'avais prévu de faire quelque chose avec les questions des auditeurs. J'ai pas eu le temps. Ouais, en ce moment, j'ai un métier. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre, mais là, j'en ai quelques-unes qui sont tombées, c'est chaud. Laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous.
À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.